Bonjour, soyez les bienvenus dans Géopolitis. Nous partons aujourd'hui sur la route des réfugiés climatiques. Le défi est planétaire. Selon la Banque mondiale, plus de 200 millions de personnes pourraient être contraintes à l'exil d'ici 2050 à cause du réchauffement climatique. Une population souvent fragile, chassée par les inondations, les incendies ou des sécheresses à répétition. Ce phénomène de migration, vous allez le voir, ne touche pas que des contrées lointaines ou des États insulaires. Les pays plus développés au nord font eux aussi face à des catastrophes naturelles liées au bouleversement climatique. En France, le Pas-de-Calais a été frappé par des crues historiques. Certains habitants ont dû se résigner à quitter leur maison. Face à ces mouvements massifs de population se pose la question du statut de réfugié climatique. La Convention de Genève de 1951 ne protège pas spécifiquement les déplacés du climat. Faut-il dès lors élargir le statut de réfugié? Certaines ONG le réclament. Notre invité est géographe, spécialiste des migrations environnementales. Étienne Piguet décryptera avec nous les enjeux qui se cachent derrière ce défi du XXIe siècle. Le changement climatique accélère à la fois la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Il dégrade aussi fortement les conditions de vie dans certaines régions. Il y a les zones côtières submergées par la montée des océans, mais l'augmentation des températures, la baisse des précipitations, la sécheresse affaiblissent également les sols, détruisant les moyens de subsistance de certaines populations poussées à l'exil. Le Bangladesh, par exemple, au bord du golfe du Bengale, 171 millions d'habitants, le pays pourrait connaître le plus important déplacement de population de l'histoire à cause, justement, du changement climatique. En Éthiopie, en Birmanie, en Somalie, au Soudan, en Syrie, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avertit, les catastrophes environnementales fragilisent une population déjà confrontée à des crises et des conflits. Aujourd'hui, les réfugiés climatiques se comptent déjà par millions à travers le monde. Reportage Anne Delette. Voici les lotissements attribués aux premiers déplacés climatiques du Panama. Cérémonie très officielle organisée par le gouvernement pour reloger 1200 Iliens. Située à quelques encablures du continent, l'île prend l'eau. Elle s'infiltre partout. Je suis triste. Si on quitte l'île, c'est une partie de notre cœur, une partie de notre culture qui disparaît. Mais la raison a fini par l'emporter. Et un beau jour, ils se sont embarqués pour une nouvelle vie, avant qu'il ne soit trop tard. Au Bangladesh, des digues sont érigées à main nue. Mais l'océan est le plus fort. La mer a dévoré ma maison à 2 reprises. Je n'ai plus la force d'en construire une 3e. C'est ici, à Dhaka, capitale de 20 millions d'habitants, que s'entassent les déplacés climatiques du pays, chassés par les cyclones, les ouragans et les tempêtes. 14 millions sur une population globale de 171 millions. Ces femmes sont des déplacés climatiques. Elles travaillent désormais comme domestiques. Leur bidonville se situe non loin du fleuve. Si nous devions encore déménager, nous n'aurions nulle part où aller. Que faire? Ma hantise est de mourir noyée. Les régions côtières de l'océan Indien, les îles du Pacifique et les côtes atlantiques sont en première ligne face à la montée des eaux et aux ouragans. Zone également sensible, les grands deltas comme celui du Nil et les fleuves d'Asie. Et puis, il y a toute la région arctique et les zones exposées à la sécheresse. La Banque mondiale estime à 216 millions le nombre de déplacés climatiques en 2050. L'air est brûlant. 18 mois qu'il n'y a pas eu de pluie. Dans cette région de la Corne de l'Afrique, les pasteurs nomades sont à genoux. Que Dieu nous aide. Qu'il nous donne de la pluie. 4 sécheresses coup sur coup, du jamais vu. 80% des troupeaux sont décimés. Ceux qui ont le moins contribué au réchauffement climatique payent aujourd'hui un prix fort. Plus d'eau, plus de pâturage, le constat est amer. Je pense que notre mode de vie ne survivra pas. Avec le dérèglement climatique, c'est toute une société qui se délite. Forcée par le destin,
Ils se sont mis en route vers les villes, un avenir lourd d'incertitudes. Les effets du dérèglement climatique frappent aussi l'Indonésie. Le sol de Jakarta, capitale côtière de 12 millions d'habitants, s'affaisse dans certains quartiers de 10 cm par an, une menace conjuguée à la montée du niveau des océans. Face à ces périls, les Indonésiens ont pris les devants. Nos zones côtières sont désormais inondées par la montée du niveau des océans. Nous sommes obligés de déplacer notre capitale. Jakarta, l'actuelle capitale, va donc déménager sur une île voisine. Au cœur de la jungle, on aperçoit les tours de la nouvelle capitale, Nusantara. Un chantier titanesque. 1,9 million de personnes devraient s'y installer dès 2045. Les autorités promettent qu'elle sera durable et verte. Une alternative face à une capitale, Jakarta, appelée à être submergée d'ici 2050. Étienne Piguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste de ces questions de migration climatique. Alors, les phénomènes de migration accompagnent d'une certaine manière l'histoire de l'humanité. Il y a eu des sécheresses, des famines qui ont obligé des populations à se déplacer. Mais on a l'impression qu'avec le changement climatique, on entre véritablement dans une autre échelle. Clairement, il y a toute une série de processus dont on a quasiment la certitude qui vont être plus fortement marqués dans les prochaines décennies et qui ont un impact sur les populations, parfois les poussant à partir. Sur l'image du réfugié climatique, alors on a en tête la personne qui doit quitter son foyer, prendre la route, traverser des frontières. Cette image-là, elle est fausse. Elle n'est pas fausse pour tout le monde, ça arrive, mais la majorité des personnes qui doivent se déplacer sur de très courtes distances, peut-être même quelques dizaines de mètres s'il s'agit d'un cyclone. Donc, en effet, on parle plutôt de déplacés climatiques pour couvrir tous les cas de figure. On l'a vu dans le reportage, les populations qui sont impactées par ces changements climatiques, elles se trouvent certaines fois dans des zones où il y a des conflits, des guerres. C'est un peu la double peine pour les réfugiés climatiques. C'est ce qui rend aussi l'analyse délicate, c'est que la plupart du temps, il y a de multiples facteurs et puis le changement climatique, c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase, si vous voulez, qui pousse vraiment les personnes à devoir partir. En général, les personnes n'ont pas reçu une assistance suffisante de leur État, ont peut-être vu la situation économique se dégrader, puis qu'en plus, il y a un cyclone ou bien il y a une sécheresse, alors là, certaines populations doivent partir. Les catastrophes, souvent, elles sont soudaines. Ça veut aussi dire que l'exil est fragile, en quelque sorte. C'est des populations particulièrement mises en danger. On fait vraiment une distinction dans la recherche actuellement entre les catastrophes soudaines, dont on sait qu'elles font partir des populations sur un laps de temps très court, mais souvent à proximité avec des chances de retour, et puis les phénomènes beaucoup plus lents, l'érosion, la montée du niveau des mers, qui, elles, ont des dynamiques qui s'échelonnent sur des dizaines d'années peut-être, mais où là aussi on peut avoir à terme des déplacements de population. Mais c'est vraiment des déplacements qui sont très souvent différents dans leur composition en termes de population, de leurs conséquences aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques climatiques, ou bien peut-être même les politiques tout court, est-ce qu'elles sont prêtes à faire face à ces mouvements massifs de population qui vont inévitablement mettre sous pression des régions, des États peut-être même ? La politique climatique, elle s'est principalement axée sur la prévention du changement climatique lui-même. Donc l'aspect impact sur les populations, il est resté secondaire. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir dans les plans d'adaptation qui sont faits dans tous les pays par rapport aux futurs changements climatiques, la prise en compte des populations et des déplacements de population. Mais on est loin d'avoir un scénario préparé d'assistance pour ces populations. On en est loin. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on peut dire ça comme ça. On l'a vu aussi dans le reportage, en Indonésie, on déplace une capitale pour faire face au changement climatique, mais très souvent, finalement, ces gens terminent dans des camps, sous des tentes. Quand on imagine que le réchauffement climatique, ça veut aussi dire des températures qui augmentent, on est dans une solution qui est dramatique à court terme. Ça, ce sont vraiment des solutions extrêmes. Et finalement, dans la plupart des cas, il peut y avoir des solutions, alors ce n'est pas des réponses complètes aux problèmes, mais des tentatives de solutions qui sont simplement une assistance sur place, une assistance pendant quelques
quelques semaines avant que les populations soit reviennent, soit se déplacent plus loin. Donc il y a toute une série de mesures relativement modestes qui pourraient être mieux préparées pour ces déplacements de population. Le climat, facteur de migration qui ne touche pas seulement les pays en développement. Les pays plus riches au nord, eux qui sont d'ailleurs les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, sont aussi touchés par ces flux migratoires. Rencontre avec des habitants du Pas-de-Calais en France. Mélanie Ohaillon. Dans cette commune du Pas-de-Calais, les maisons ont toujours les marques des crues historiques qui ont frappé la région. Ouais, on voit encore les traces d'humidité dans la maison, hein. Jusque-là, on voit encore les traces où, malheureusement, comme c'est plus chauffé maintenant, et la météo actuelle, c'est très dur à sécher la maison. Voilà, c'est resté dans son jus depuis janvier. On avait déjà retravaillé tous les plans pour revenir ici après la deuxième inondation, on y croyait encore. Ouais, c'est un gâchis complet, quoi. Entre 2023 et 2024, après des pluies torrentielles, le fleuve qui traverse le village a débordé à plusieurs reprises, provoquant une série d'inondations sans précédent. Aujourd'hui, ce quartier de Blandec est voué à disparaître. On se considère comme les premiers réfugiés climatiques, c'est une certitude pour nous. Bon, maintenant, on va quitter ce quartier, c'est pas de gaieté de cœur, hein. Malheureusement, aujourd'hui, le marché immobilier tel que c'est dur. Mais si ça peut profiter à protéger les autres Blandécois, autant faire ce sacrifice et nous partir quelque part plus en sécurité. La sécurité des habitants n'étant plus garantie dans une dizaine de maisons, les habitations seront rachetées par l'État et détruites. Des mesures financées par le Fonds Barnier en France qui permet notamment d'indemniser des expropriations pour risques naturels majeurs. On déterminera ensemble le calendrier de démolition. L'idée, c'est de ne pas faire traîner trop longtemps quand même. Nous allons rendre le terrain à la ville, qui sera inconstructible, et donc il sera renaturation du secteur, afin de, aussi, ce sera une zone d'expansion de crues. D'autres zones du département pourraient être concernées. Forcés de fuir, certains habitants ont du mal à se faire une raison. Très compliqué, même si je pars, ça sera compliqué, parce que c'est sentimental. C'est mon mari qui a fait toutes les maisons, et c'est quand même usé à faire ça. Sur l'ensemble du territoire français, 18 millions de personnes sont concernées par le risque d'inondation par débordement d'un cours d'eau, soit plus d'un quart de la population française. Étienne Piguet, des habitants forcés de quitter leur maison, on a vu cet exemple en France, dans le nord de la France, le Pas-de-Calais, c'est juste à côté de chez nous. Finalement, ces phénomènes de changement climatique touchent à peu près toute la planète. Oui, ce n'est pas vraiment l'image qu'on a eue en tête il y a 10 ou 20 ans, quand on a commencé à parler de réfugiés climatiques. On voyait des personnes du Sud. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a aussi des cas comme ça qui peuvent se produire en France, en Suisse, en Grande-Bretagne. Et ça, évidemment, c'est un peu nouveau, dans la mesure où on pensait, peut-être sans vraiment le dire, mais qu'au Nord, on était immunisé contre le changement climatique. Ce qui n'est pas le cas, toucher que le Sud. Et c'est vrai qu'on reste bien mieux armé, financièrement, etc., pour faire face, mais il y a tout à fait des enjeux en termes de déplacement de population aussi dans les pays du Nord. Est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, aussi repenser l'urbanisation? La petite maison au bord de l'océan, c'est peut-être terminé? Dans certaines zones, c'est clairement le cas. Il y a l'Irlande, par exemple, qui réfléchit beaucoup. Il y a toute une série de zones qui sont inondables en Irlande. Et puis, en fait, dans pas mal de pays, peut-être pas la Suisse, peut-être pas le Niger, on a des côtes. Et les côtes, avec une montée du niveau de la mer, comme on la prévoit, de 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres à l'horizon de la fin du siècle, ça pourrait être plus d'ailleurs, eh bien, les côtes sont vraiment impactées. En Europe, on a aussi en tête l'exemple des Pays-Bas, où on a une population qui vit clairement au-dessous du niveau de la mer. Alors là, les autorités construisent des digues. Est-ce que les pays plus riches, plus développés, sont peut-être mieux armés aussi? Alors les Pays-Bas, c'est justement l'exemple que peut-être on peut parfois protéger les populations et ne pas les forcer à se déplacer. Mais le cas des Pays-Bas est quand même assez spécifique en termes de type de côte. Ça ne veut pas dire qu'on puisse faire des polders partout comme le font les Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont vraiment beaucoup de ressources mises à disposition pour cela.
À peine on va un petit peu plus au sud, c'est plus difficile. On ne va pas pouvoir transformer en côte des Pays-Bas la côte du nord de la Méditerranée, ni du sud de la Méditerranée d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment des enjeux. Vous, le géographe, ça, les Pays-Bas, c'est quoi? C'est une solution, mais est-ce que l'être humain, l'homme, fera face ou on est dans une fuite en avant perdue? D'un côté, les Pays-Bas, c'est la preuve qu'on peut jusqu'à un certain point se protéger. La technologie peut nous offrir des solutions, probablement qu'elle va encore nous en offrir de nouvelles, mais il ne faudrait pas parier là-dessus, ça ne va pas suffire. Il faut aussi vraiment, évidemment, lutter contre le réchauffement climatique lui-même, mais aussi penser à l'assistance à ces populations, déplacement le cas échéant, ou autre forme de protection, mais pas forcément rêver que la technologie va nous résoudre le problème. Des migrations, des flux migratoires à travers l'Europe, comme on n'en aurait peut-être encore pas vu, c'est à prévoir? Alors, sur des longues distances, encore une fois, ce sont des cas extrêmes. La plupart du temps, les gens souhaitent rester à proximité immédiate. Donc, on va avoir des personnes qui vont être relogées un petit peu en retrait de la côte pour être à l'abri de la mer. Mais ces populations, elles ont besoin qu'on leur offre des conditions de relogement qui soient satisfaisantes. Et ça, c'est véritablement un enjeu. Il y a beaucoup de cas de relocalisation dans le monde entier, déjà en lien avec des événements climatiques, mais très souvent, on voit que c'est extrêmement difficile de bien reloger des populations pour qu'elles aient accès au travail, pour qu'elles aient accès aux ressources, pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles n'aient pas l'impression d'avoir été arrachées. Donc là, il y a vraiment tout un enjeu qui est vraiment un enjeu aussi d'ordre psychologique, si on veut, qui est vraiment pas facile. Alors on parle de régions menacées, mais à terme, ce sont aussi des États qui pourraient disparaître. On évoque régulièrement les îles Marshall, les Maldives ou les Tuvalu, ce petit archipel polynésien qui pourrait être entièrement submergé. Se pose donc la question du statut de réfugié climatique. La Convention de Genève de 1951 ne protège pas spécifiquement les déplacés du climat. On fait le point avec Rachel Barbara Heuby. Une réunion ministérielle à 6 mètres de profondeur. Ce conseil inédit, organisé au large des Maldives en 2009, alertait déjà sur le sort des États insulaires menacés par la montée des eaux. Je suis très préoccupé par la question des déplacés climatiques au-delà des frontières nationales. Ils ne sont pas reconnus comme des réfugiés selon la Convention de Genève et ils passent donc entre les mailles d'une protection juridique. Mais le droit pourrait évoluer. À Kiribati, un archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux, un habitant a vu sa demande d'asile rejetée par la Nouvelle-Zélande en 2010. Saisi de l'affaire, le Comité des droits de l'homme de l'ONU rend un avis historique 10 ans plus tard à Genève, appelant les États à ne pas refouler un migrant dont la vie est menacée par le climat. Les effets des changements climatiques risquent d'exposer les prétendants à l'asile à une violation de leurs droits. Une décision qui ouvre la voie à l'asile climatique, mais dont les retombées restent limitées tant les critères sont stricts. La création d'un statut pour les réfugiés climatiques divise. À Genève, l'Organisation mondiale de la migration préfère miser sur la prévention et l'adaptation dans les pays touchés. Changer le cadre juridique peut prendre du temps et se révéler inefficace pour la plupart des déplacés climatiques, qui sont en majorité des déplacés internes. Ce qui nous semble plus important, c'est de travailler sur des solutions d'adaptation, par exemple pour faire face aux pénuries d'eau ou aux inondations des terres cultivables, afin de permettre aux populations de continuer à vivre dans leur pays. Mais pour certains, fuir reste la seule option. Pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer, par exemple en raison de la montée du niveau de la mer, l'OIM travaille avec les gouvernements et les communautés pour garantir des voies légales de migration. Des voies légales comme ici à Tuvalu, l'un des premiers pays qui pourrait disparaître à cause de la montée des eaux. En 2023, cet archipel du Pacifique a signé un accord avec l'Australie garantissant l'asile climatique à ses 11 000 citoyens. Les premiers visas devraient être délivrés cet été. De lentes avancées qui pourraient être compromises par les récentes coupes budgétaires américaines, qui ciblent en particulier les projets liés au climat, au risque de voir les réfugiés climatiques sombrer encore plus dans l'oubli. Étienne Piguet, un statut de réfugié climatique reconnu par le droit international, vous y croyez? Pas vraiment.
Pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup des personnes qui sont impactées par le climat ne bougent pas, sont immobilisées, il ne faut pas les oublier. Et puis deuxièmement, c'est très rare que quelqu'un ne bouge que à cause du climat et traverse une frontière. C'est ça un réfugié, c'est quelqu'un qui traverse une frontière. De ce point de vue-là, on a peu de chances de voir dans le futur une nouvelle convention sur les réfugiés qui inclurait les réfugiés climatiques. Il y a d'autres mesures qui me semblent prioritaires et plus importantes. Pourtant, à terme, on l'a vu, il y a des populations qui vont se retrouver apatrides. Alors, il y a quelques États pour lesquels, véritablement, une submersion totale est à craindre. On a un cas très spécifique. Ça concerne quelques centaines de milliers de personnes au maximum. Effectivement, il faut trouver un moyen pour que la citoyenneté puisse être maintenue ou alors que ces personnes soient accueillies par un autre pays. Mais c'est un problème quand même relativement spécifique par rapport aux millions de personnes, centaines de millions de personnes, qui pourraient être affectées, soit en devant bouger, soit en étant forcés à rester, au contraire, immobiles, par le changement climatique. Avec ce réchauffement climatique, on a vraiment l'impression qu'on est face à un phénomène évidemment global, mais au niveau des solutions, on cherche presque du très local. Il faut du très local quand il s'agit, par exemple, de reloger une population. Parce que si vous relogez une population de pêcheurs, vous ne pouvez pas les reloger à 10 km de la côte, même si vous avez des infrastructures magnifiques. Donc là, on est très local. Par contre, je pense que la communauté internationale doit se doter, à l'échelle globale, de fonds de solidarité, par exemple, qui soient vraiment à même de répondre aux futurs enjeux des conséquences du changement climatique. Donc là, on est quand même dans le global. Et vous sentez une prise de conscience, parce que le changement climatique, à la fois, c'est loin, c'est dans longtemps. Je suis impressionné à quel point il y a une prise de conscience mondiale à l'échelle de tous les pays du monde. On parle de changement climatique de l'Éthiopie à la Chine. Donc tout le monde sait que quelque chose arrive. Il y a quelques personnes qui le nient encore, mais c'est une toute petite minorité. Par contre, quand il s'agit même dans le Bureauvel, hein. Absolument. Mais quand il s'agit de mettre en place des politiques, d'avoir la volonté politique de faire quelque chose, de se rendre compte qu'on a un risque ici qui est incommensurable par rapport au risque militaire, par exemple, même s'il peut être plus important ces dernières années, le vrai risque pour l'humanité, ce n'est pas un risque militaire actuellement, c'est le changement climatique. Étienne Piguet, géographe, spécialiste de ces questions de migration climatique, défis actuels et à venir, on l'aura compris. Merci d'être passé dans Géopolitis. Et maintenant, ce sujet de temps présent de la radio-télévision suisse, qui en 2013 déjà parlait de réfugiés climatiques en Suisse. Direction les hauteurs, dans les Alpes, un destin annonciateur de ce qui attend peut-être les régions de montagne. Ici, de mémoire d'homme, ne tombaient que les avalanches. Mais depuis 4 ans, quand il fait chaud, dévalent aussi des masses de rochers et de boue durant des heures. Tout a commencé à bouger au Ritzlihorn, à 3000 mètres d'altitude, où l'influence du réchauffement climatique est la plus forte. Là-haut, ce ciment des montagnes qu'est le permafrost fond dans les fissures des parois. Je connais bien ce couloir. Et le Ritzlihorn aussi. Je sais qu'il n'y a aucun futur ici. Si ce n'est pas cette année, alors ce sera l'année prochaine, ou dans 10 ans. Mais je sais bien qu'un événement va se produire. Je n'ai pas besoin d'un géologue pour me le dire. Quand vient l'orage, c'est clair que je suis anxieux. Quand l'orage est fini, je respire. Ouf, c'est passé. Et votre épouse? C'est pour elle qu'on a pris un deuxième appartement. Quand ils annoncent l'orage, elle s'en va le soir et elle dort à Meiringen. Vous restez seul? Oui, je reste seul. Merci de nous avoir suivis. Géopolitis, une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, disponible sur tous vos écrans et applications, à retrouver également sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.